Vous écoutez un épisode du podcast Fruits de la Passion. Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quel goût ont eu et ont peut-être encore les fruits de la passion. Cet épisode est réalisé par Mathilde Largetot et le morceau que vous allez entendre a été choisi par notre narrateur du jour. Selon lui, il est représentatif de la période dont il va nous parler. Avant de faire ma transition, j'étais une personne nomade. J'avais un mode de vie alternatif. Je vivais depuis pas mal d'années en communauté ou en squat. Je me définissais comme punk et artiste. Et j'avais un mode de vie tout à fait expérimental. J'étais très précaire. Du coup, mes préoccupations, elles n'étaient pas centrées trop sur mon genre ou même sur mon bien-être. Elles étaient plus sur de la survie. Mais j'étais une personne en recherche, quoi. Depuis toujours. J'avais beaucoup de colère et je savais pas trop dans tout ce bazar cibler d'où elle venait. Et elle venait de plein d'endroits, je l'ai découvert plus tard, mais à ce moment-là, c'était un magma, quoi. Par exemple, il faut savoir qu'à cette période-là, donc, avant que je prenne conscience de tout ça, donc avant mes 24 ans, on va dire, parce que la pièce est tombée quand j'avais 24 ans, comme étant une réalité incontournable. Avant ça, donc j'avais pas de sécurité sociale, j'avais pas de logement fixe, j'avais pas de soutien financier, donc j'avais pas de RSA. Tu vois, c'était avant 25 ans. Et donc, par exemple, j'avais des problèmes de dents. J'avais des douleurs incroyables de rage de dents, de choses comme ça. Mes soucis étaient vraiment centrés sur des besoins d'hygiène vitale, de nutrition et de perspective sur comment modifier ma situation, en sachant que quand tu es dans des situations de précarité comme ça prend vachement de temps à dévier. J'ai lu dans un article récemment que pour sortir de la précarité, il faut en moyenne 10 ans, dans la mesure où tout se passe bien. Ouais, c'est à peu près ce que ça a pris, ouais. Il y avait un espèce d'amour-haine comme ça. Je suis partie de chez mes parents à l'âge de 15 ans, donc il n'y avait pas trop de choix non plus. À ce moment-là, les choix étaient très limités. Et à la fois, c'est aussi un milieu qui m'a recueilli, donc c'était devenu une identité aussi. C'était aussi les seuls espaces dans lesquels j'étais safe et j'avais le droit d'exister comme un individu à part entière. Chez mes parents, je sais pas si j'étais un individu à part entière, c'était avant mes 15, enfin c'était jusqu'à 15 ans, donc voilà, c'est des souvenirs d'enfant avec une réalité d'enfant. Ma vie ensuite, ça a été une vie d'adulte émancipé, quoi. C'est-à-dire que très très vite, 16 ans, il fallait que... Enfin, j'avais déjà dans ma tête 18 ans, il fallait déjà que je trouve des ressources pour me suffire à moi-même. Que je me protège, que plein de choses, que je me loge, que je sois autonome, et que je deal avec les relations humaines, qui étaient hyper complexes. À cette époque-là, la question du choix, elle était très limitée, j'avais peu de choix, et tout allait très vite aussi. Du coup, je le réalise que maintenant, des années plus tard, avec du recul et en étant posé, que j'ai fait de mon mieux. Vers les 24 ans, dans un énième squat, dans une énième ville, après un énième épisode. Je me souviens très bien qu'un matin, je suis déjà dans un réseau queer, LGBT, féministe, etc. Donc anarchiste, mais avec une réflexion sur les questions de genre, un travail de déconstruction. On n'était déjà pas hétéronormatif ou normatif. Donc la place du questionnement, elle était justifiée. Mais sauf que je plaçais toujours le questionnement chez les autres. Et puis un jour, une gueule de bois. Je me réveille et puis j'ai une tristesse profonde et toujours cette colère profonde.
Et je pleure et je pleure et je pleure. Je sais pas pourquoi, comme beaucoup de fois ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai cette révélation là qui tombe comme une enclume et qui me saute à la gorge en me disant mais tu ne peux pas passer à côté. Tu te sens et tu te rêves, tu te sublimes, tu t'identifies garçon et t'as tout un phénomène social qui n'est pas du tout adapté à ta réalité psychique parce qu'on te perçoit comme une nana. Du coup, mes rapports de potes, quand je me rapproche de mecs, il y a du désir qui vient biaiser le truc. Enfin, pareil, quand je me rapprochais de nana, c'était perçu comme soit de l'amitié ou quelque chose de lesbien, etc. Et moi, j'étais dans une autre réalité psychique à laquelle je me confrontais jamais. Parce que je pense que j'avais un désir profond d'être un mec, mais pas d'être un trans. Garçon, c'est un état corporel, physique, romantique, philosophique. Homme, c'est une posture sociale, tu vois, avec un rapport économique et social, une stature, des responsabilités, etc. Dans les archétypes. Hein. C'est parce que c'est une question de ressenti intime et pas de posture sociale. Et je crois qu'il y a un rejet de la posture sociale dans la mesure où quand on n'est pas né garçon, on l'a un peu subi, cette espèce de domination patriarcale où finalement c'est toujours des hommes qui ont validé qui tu étais, ce que tu devais faire ou invalidé. Et du coup, il peut y avoir un rejet comme ça de la posture sociale d'homme. Je ne suis pas l'homme de quelqu'un, je suis pas l'homme de la situation, je suis pas la personne qui va dominer, prendre des décisions ou qui va être la personne référente, mais j'ai un ressenti garçon, j'ai un ressenti masculin dans mon identité profonde. Là, qui est pas face à quelqu'un ou qui est pas une nécessité de revendication, qui est un ressenti quand t'es tout nu dans ton lit le soir ou que t'es en train de faire du sport ou de nager ou de faire un câlin, quoi. C'est ton intimité. Les questions trans, on avait très très peu de références. Je me souviens, je cherchais des informations, des mecs trans, il y en avait très peu, il y en avait quelques-uns, ils étaient super courageux. Et il y avait beaucoup d'histoires dramatiques qui étaient mises en avant aussi. Du coup, c'était pas vraiment un fantasme, il y avait peu de coming out, on n'avait pas internet, le réflexe comme aujourd'hui, avec accès en illimité, 15 onglets ouverts, etc., avec chacun nos ordi portables. C'était quand même il y a 13 ans. C'était une autre réalité. Il y avait internet, mais voilà, t'avais les vieux routeurs, ça prenait du temps, et puis c'était le début des forums, donc on centrait beaucoup les informations sur des plateformes sur lesquelles il fallait se créer des comptes et tout. Enfin voilà, c'était une autre démarche pour avoir l'information. Du coup, c'était moins entertainment. T'avais moins d'outils aussi pour rendre la chose sexy. Aujourd'hui, il y a plein d'accessoires. Il y a la pub, il y a des clubs de sport, il y a des magazines, il y a des sous-vêtements. Il y a tout un business qui s'est développé autour de ça. À l'époque, il y avait vraiment peu de références. Du coup, c'était encore un moment où c'était faire un choix de marginalisation et un choix social douloureux qui était difficile à accepter pour l'entourage, qui était fort lié à la psychiatrie. Quand j'en ai pris conscience, à 24 ans, ça n'a pas été un moment de grande douceur et de romantisme avec moi-même, de me dire « Waouh, un nouveau paysage s'ouvre à moi, tout le potentiel inexploité. » quoi. Il y a toujours eu un dictat de la psychiatrie. Avant, c'était sur l'homosexualité, puis ça en est sorti. Et puis là, depuis très peu de temps, les transidentités en sont sorties aussi. Ça a été un lourd combat. Mais il y avait aussi les mentalités, quoi, qui étaient de manière générale habituées à entendre parler de ce genre de choses sur TF1 avec des émissions à scandale, toujours axées sur le drame, c'est-à-dire la douleur de la famille, etc. Et cette douleur des personnes trans dont on parle tant, en fait, c'est la douleur des autres. En fait, on porte la culpabilité de faire souffrir les autres. Et c'est très ambigu parce que quand on te le présente, quand la société te le présente, que ce soit les familles, les institutions, etc., c'est vécu comme tu te rends pas compte comme tu vas souffrir. Donc à cette période-là où c'est très peu politisé, où on en parle très peu, etc., t'es encore dans cette croyance. Tu te dis, je me sabote et je fais du mal aux autres. Donc tu doutes de toi. Et c'est là que la psychiatrie peut arriver comme un remède de super-héros en disant « Mais vous souffrez, on va en parler, venez vous asseoir ». Et c'est le seul espace finalement où tu peux en parler à foison et poser tous tes questionnements. C'est dans le bureau d'un psy, dans le cabinet d'un psy. À cette époque-là, parler de ça, je m'en souviens, c'était à part dans les communautés alternatives où il y avait déjà des questionnements, mais ça restait très limité quoi, comme discussion. Je suis allé voir un psy, je suis super bien tombé. On s'est auto-bouleversé dans nos repères. C'était un psy qu'on m'avait recommandé. Et puis, je suis tombé sur une personne qui m'a fait énormément de bien parce que c'était un dandy, noir de peau, assez atypique, en moto,
à l'ancienne, enfin vraiment avec les cheveux carrés, tout ça, je me souviens. Et j'ai pas pu adopter une posture quand je suis arrivée dans son cabinet parce que il cassait toutes mes références, quoi, liées à l'autorité justement, ce que je pouvais le plus craindre à cette période-là. Et puis lui m'a avoué plus tard aussi qu'il avait été bluffé par notre rencontre. Et en fait, ce psy, il a vachement joué le rôle du papa, quoi. Il m'a donné des clés de ce qu'était être un mec dans cette société. Et moi, je devais très vite comprendre des nouveaux codes qu'on m'avait pas appris. Dans l'éducation, il faut savoir que tu dois rattraper très très vite une réalité éducative et institutionnelle, insidieuse en plus, qui n'est pas du tout explicitée dans des manuels ou quoi que ce soit, mais en gros, la fabrique des mecs, comme la fabrique des nanas, ça passe par plein de petits actes et de regards et de consentement et d'interdiction au quotidien. Et lui, il a un peu rempli ces cases-là, c'était tout ce que je comprenais pas, il me donnait le lexique, quoi. Bah, j'en avais besoin. Là, on fait un petit saut dans le temps parce que donc, je prends conscience de ça à 24 ans et je prends la décision de faire une transition à 29 ans. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette réalité précaire et d'itinérance, cette vie qui continue et qui est sur une autre temporalité, qui peut être parfois très courte et parfois très longue. Je bougeais en fonction des possibilités de logement et des possibilités d'évolution, quoi, économique. Donc travail, formation. Alors, à 29 ans, il se passe un moment salvateur dans ma vie. Je rencontre une personne qui vient d'acheter un immeuble à la campagne, à 1 heure de la ville, et qui me prête une pièce pendant 1 an, sans me la louer. Et donc, c'était une toute petite pièce, 6 mètres carrés, mais j'avais un lit, une personne, un bureau, un poêle à pétrole. Et pendant cette année que j'ai optimisé, j'ai passé mon bac, que j'avais pas par correspondance, et mon permis de conduire. Et j'ai fait des stages en entreprise et fait une formation. Enfin, j'ai commencé une formation de développeur informatique et tout. Et donc là, je pouvais avoir un peu plus confiance en des perspectives économiques, sociales. Enfin, j'avais pu faire des papiers, j'avais pu stabiliser ma situation. Il fallait que je puisse être posé quelque part 1 an avec une réalité juridique et sociale. Et donc, cette période a été un grand tournant parce que j'ai pu me reposer, penser à autre chose que demain et donc faire un travail introspectif. À ce moment-là, je peux pas dire que j'avais envie d'aller dans la direction d'une transition, mais je me rendais compte que je pouvais pas y échapper. Que je devais faire face à un choix réel. C'était accepter et mettre en place des choses pour mon devenir, mon épanouissement futur, en sachant que dans le présent, c'était pas confortable et que j'allais en passer par des phases vraiment pas commodes. Et à la fois, je freinais du pied pour glisser le moins rapidement possible parce que j'étais rempli de peur. Y compris plein de peurs que j'identifiais pas encore à cette époque-là. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, je suis perçue de l'extérieur comme une jeune fille, donc une personne à qui on demande jamais vraiment son avis et à qui on laisse jamais vraiment la parole pour s'autodéfinir. C'est-à-dire que ce qui prend 80% de place dans mon identité, c'est le ressenti des autres et la perception des autres. Par exemple, si j'en parle, à ce moment-là, c'est « Ah mais c'est dommage, t'es si belle ». Tu vois, tu portes toujours quel gâchis ou ce que les autres projettent sur toi, l'intérêt que les autres projettent sur toi dans cette temporalité-là. Donc toi, tu cherches du réconfort, mais en fait, tu gâches le trip que l'autre est en train de se faire. Donc t'es pas encouragé. Donc il faut une bonne dose de confiance en soi, confiance personnelle, et ça peut prendre du temps à construire. C'est pour ça que des fois, les temporalités sont super longues, mais en fait, t'as plein de doutes. Et dans ces doutes, se pose la question, oui, mais est-ce que je veux prendre des hormones ou pas ? Qu'est-ce que ça fait de prendre des hormones ou pas ? Qu'est-ce que je peux lire là-dessus ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça peut créer des cancers ? T'as besoin aussi de temps pour prendre ces décisions qui sont lourdes, quoi. Tu vois ? De toi à toi. Donc à ce moment-là, ça me fait énormément de bien d'être à la campagne, d'avoir peu d'influence visuelle et sonore, et d'être un peu écarté du people, de la fête et des discussions à tout va. Donc on passe par cette période d'introspection nécessaire. Et puis je reviens en ville et je pousse la porte de médecin avec un message beaucoup plus affirmatif. Voilà, je suis un garçon, je le sais, je veux commencer le changement.
moi, je vais le remettre dans le contexte, c'est que je l'ai fait il y a 8 ans en France. Donc, la réalité change très vite aujourd'hui. On est en pleine plaque tournante au niveau historique, à tout niveau, au niveau des identités, etc. et des revendications. Donc, les moyens il y a 8 ans en France, dans le sud de la France, sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui dans les capitales, etc. À ce moment-là, à cette période-là, la seule chose qui existe là où je suis, c'est ce qu'on appelle une équipe officielle. Donc c'est un service hospitalier qui est spécialisé dans les questions de transition. Ce sont des équipes qui, généralement, par la souche militante LGBT, sont fort décriées parce que c'est très basé sur la psychiatrie. Donc il y a des protocoles très lourds. Il faut généralement suivre 2 ans de suivi avec un psychiatre qui atteste que tu n'es pas taré pour enfin te donner accès ou non à un traitement. Puis, en gros, c'est eux qui décident de tout. Ils décident de tout sous une forme de contrôle. Pas sous une forme de on t'écoute et on va voir avec toi ce qui est ton point de confort et puis comment on va le faire, etc. Donc ils se mêlent de ton poids, de ton orientation sexuelle si t'en as une, tu vois, parce que c'est très hétéronormatif comme protocole. Donc, il vérifie que tu es bien un mec. Ou une nana si tu viens pour dire que t'es une nana. Mais en gros, t'es pas entre les deux, t'es pas hybride, t'es pas... voilà, tu fais pas comme tu veux. Il y a un suivi. Et puis, je me souviens même qu'à l'époque, il fallait un peu bluffer parce qu'il fallait que tu t'engages pour faire une transition complète. La question qui chiffonne pas mal de monde, c'est est-ce que t'es allé jusqu'au bout de ta transition. Donc tu avais un truc comme ça, c'était que les psychiatres essayaient de accepter de te suivre si tu faisais... si tu étais là pour devenir officiellement complètement un mec, quoi. Donc comme si tu étais un poulain ou une jument, faut que tu sois complet. Bref. Moi, à cette époque-là, je le fais de manière expérimentale, tout en sachant qu'on a on avait d'autres alternatives qui étaient de monter à Paris et où tu avais un médecin X ou Y qui pouvait te faire une ordonnance et avoir accès à des hormones et tout. Mais à cette époque-là, je suis un peu tête brûlée et je me dis, je vais quand même tenter l'équipe officielle et je vais voir ce qui est faisable. Et je suis grande gueule. Et donc, s'entame un plaidoyer entre nous, je les vois pendant 7 mois, etc. Et je trouve pas ça si mauvais parce qu'ils ont quand même des moyens hyper bien, genre pour faire des scanners, des densitométries osseuses, tout un système d'examens physiques qui sont quand même super chouettes de pouvoir faire à un moment donné dans sa vie, comme un bilan, remboursé et tout. C'était le seul moyen d'être remboursé aussi. Mais au niveau moral, on commence à discuter, quoi. On commence à discuter et puis on va jusqu'à se fâcher un jour. Où ça faisait 7 mois que je les voyais, et puis moi, ça me coûtait de l'argent d'y aller, ça me faisait perdre du temps, et puis je voyais pas qu'est-ce qu'on avait encore d'autre à voir, tu vois. Ils m'avaient fait toute leur batterie d'examens, et je voyais pas l'intérêt de suivre ces 2 ans de protocole de psychiatrie. Et donc, je tape du poing sur la table, je dis à la psy, à ce moment-là, vous sortez, puisque vous êtes experte, et vous allez vivre l'expérience d'une personne trans, c'est-à-dire vous habiller de manière différente, aller draguer, trouver un job, le tout sans vous faire casser la gueule. Voilà. Parce que c'est ma réalité à moi. Et elle s'énerve et elle me dit, monsieur Untel, vous asseyez et tout. À l'époque, je prends pas encore d'hormones. Et là, je la piège et je dis, voilà, même quand vous êtes fâché, vous m'appelez monsieur. Alors il faut quoi comme preuve ? 1 mois plus tard, j'avais mon traitement. 1 mois plus tard, j'étais convoquée par l'endocrino du service qui me disait, bon alors... il y a eu un petit souci. Et moi, je dis, bah ouais, faut pas nous prendre pour des cons. Puis nous, on est en danger, quoi. Enfin, je veux dire, on vient pas comme ça par pure fantaisie. À un moment donné, il y a une réalité, notre réalité quotidienne. Elle est pas marrante, quoi. Et voilà, donc elle me fait mon ordonnance, etc. Petit alléluia. Et une nouvelle aventure commence. Au tout début, quand tu commences un traitement, c'est très lent. Hein. C'est très lent. Parce que au départ, les premières prises d'hormones, elles bataillent avec tes hormones qui sont en siège.
Tu vois, c'est leur royaume, tu vois, elles sont là depuis toujours, donc elles vont pas lâcher la place comme ça. Donc c'est pas c'est lui qui coud, je suis la testostérone, c'est mon tour. Du coup, les premiers mois, c'est très très léger, c'est très léger. Et puis au départ, c'est un peu imperceptible. Puis après, tu dis oh, c'est moi ou ça bouge. Et puis après, paf, d'un coup, ça bouge. Puis des fois, ça rétrograde. Et puis tu vois, t'es un peu perdu comme ça. Et ce qui bouge plus que tout, c'est le regard des gens. À cette période-là, je me souviens que le ressenti, c'est à la fois une victoire et à la fois un grand saut dans le vide et aussi une grande solitude. Parce que ce qui m'arrive, il me n'arrive qu'à moi. J'ai pas vraiment de référent autour pour comparer. Et puis c'est tellement intime et imperceptible que quoi dire en même temps, tu vois. Finalement, quand tu commences à en parler avec des gens qui sont pas concernés, ils te posent des questions qui sont bien trop prématurées sur où tu veux aller, comment ça va se passer, etc. Toi, tu sais pas, tu es en train de vivre une expérience qui est unique pour toi, dont tu connais pas encore les effets, et tu sais même pas si ça va te plaire. Je dis toujours, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas où tu vas. Et il faut pas croire que ça se passe dans la plus grande sécurité, etc. Ce que tu quittes, c'est la seule chose que tu connais. Donc forcément, ça s'accompagne d'un petit deuil. Même si tu es content de le faire. Les plus gros mouvements que tu ressens à ce moment-là, pendant cette première année, on va dire, on va plutôt regrouper sur une première année, c'est le baromètre extérieur de nombre de madame et le nombre de monsieur, le nombre de madame qui diminue et le nombre de monsieur qui augmente, jusqu'au jour où 99% de monsieur, puis après, il n'y a plus que monsieur. Ça, c'est pas toi qui décides, c'est pas forcément toi qui t'en rends compte, ça arrive. Tu te poses beaucoup la question à ce moment-là de où est-ce que ça se place et qu'est-ce qui a tant changé que ça. Parce que finalement, vu que c'est un glissement, c'est très subtil. En fait, les hormones, elles font leur travail en interne, etc. Et puis, il y a plein de choses qui sont pas perceptibles, mais qui sont du mouvement en interne, quoi. Il y a une partie de l'ossature qui bouge, la musculature, la répartition des masses, la voix. Et ça, t'as tout un léger oscillement qui se fait pendant des mois durant, et puis d'un coup, poupou. En fait, c'est une puberté. Donc, comme tu refais une puberté à un autre moment... qu'est-ce qui va bouger quand quoi, en premier, en dernier, et encore, il n'y a pas de dernier puisque ça bouge tout le temps. Ça fait 8 ans, il y a encore des nouvelles choses de masculinité qui arrivent parce qu'il y a le vieillissement, parce qu'il y a plein d'autres facteurs aussi, quoi. Donc effectivement, à des moments, ça peut être super imperceptible et puis d'un coup, les gens te voient et de manière spectaculaire, ta voix d'un coup beaucoup changé ou ta morphologie. Ton visage, ton front, tes sourcils, tes épaules, tes hanches. À l'époque, oui, je kiffe parce que t'as un nouveau jouet et que tu découvres toutes les nouveautés qui sont super grisantes par rapport à ça. Puis à l'époque, je suis jeune et à l'époque, plein de choses. À l'époque, je découvre l'envergure d'une virilité naissante. C'est plein de fougue, etc. Après, au fur et à mesure de l'expérience, tu découvres aussi d'autres facteurs comme le vieillissement dont je viens de parler. Tu retrouves aussi des visages que tu as oubliés de ta famille, tu vois, de la masculinité dans ta famille, pour qui t'as pas une grande affection forcément. Donc là, tu dis ah ouais, être un mec chez moi, ça veut dire ça aussi. J'avais pas vu lui, moi, j'avais pas pensé à lui, tu vois, dans mon fantasme. Bref, t'es pas forcément le mec que tu t'es préfiguré. Moi, je suis maghrébin d'origine, tu vois, donc j'ai cette masculinité maghrébine aussi qui apparaît à un moment que j'ai pas anticipé, tu vois. Je l'ai pas pensé comme ça. Mes références visuelles, cinématographiques, publicitaires, etc. à ce moment-là, elles sont universelles. Qui dit universel, c'est blanc, quoi. C'est blanc, jeune cadre, moyen, viril, élégant, sportif. Tout ce qui n'est pas acquis, quoi. Donc, je découvre la réalité d'être un garçon dans la vie de tous les jours. Un garçon qui n'a pas trop de fric, qui n'a pas un passif de grand sportif, enfin, qui doit tout construire. Avec un patrimoine zéro.
et qui n'est pas le profil en vogue à cette période-là, c'est-à-dire le jeune homme maghrébin, qui l'est toujours pas d'ailleurs. Donc t'es pas le profil le plus passe-partout et le plus métrosexuel. Et donc, ce que t'apprivoises en même temps que ton changement hormonal et en même temps que t'as tout ce nouveau profil, c'est tout ce que ça génère socialement et qui à la fois vient confirmer ton trip mais aussi le casser. Hein, tu vois, les nanas, tout à coup, tu leur parles dans la rue, elles serrent leur sac plus fort dans la main et puis elles se barrent en courant, tu vois. Ou tu fais peur quand tu marches derrière quelqu'un ou t'enclenches la conversation à un bar et la première question c'est qu'est-ce qu'il veut. Donc il y a toute la réalité qui rattrape, la réalité sociale qui rattrape le fantasme. Et il faut s'adapter très vite. Et à ce moment-là, on a des grands moments de solitude parce qu'on manque de références. Et tu sais pas quelles sont les limites de ça. Donc quand tu vis par exemple des rejets sociaux, tu sais pas c'est à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que t'es pauvre? Est-ce que c'est parce que t'es un mec? Est-ce que c'est parce que t'es trans? Est-ce que c'est parce que t'es maghrébin? Est-ce que c'est pas... Tu sais pas. Donc oui, je pense qu'il y a des choses que tu kiffes dans la glace, évidemment. Sinon, quelle aventure, tu vois. Ça serait beaucoup de sacrifices pour peu de profit. Oui, t'as les bénéfices, mais ils sont pas gratuits. Et ils sont pas distincts des préjudices. T'as les deux qui matchent ensemble. Et ton empowerment, ce que tu vas kiffer de toi-même, tu dois le créer. Totalement. Donc, je dirais que à partir du moment où tu commences à prendre des hormones, le travail commence. Et il s'arrêtera jamais. C'est comme créer de l'empowerment quand tu es une personne à diversité fonctionnelle ou quand tu es une personne noire ou racisée ou quoi que ce soit. Tu dois créer ta propre identité et ta position sociale dépend de ta volonté. Tu dois prouver que ça fonctionne. Un moment où j'ai vraiment pris conscience que sans l'avoir fait, j'aurais pas pu être totalement épanoui, c'est l'année passée quand j'ai fait mon voyage, mon road trip. Donc je suis parti aux États-Unis 2 mois, j'ai loué une voiture, j'ai pris une tente et j'ai traversé le désert. Pas la route 66, les vraies routes de désert, c'est-à-dire complètement désertes avec quelques habitants, donc des régions très arides, très pauvres. Et j'ai pu le faire, et j'ai eu conscience à ce moment-là, et j'ai pu le faire sans trop me poser de questions, en kiffant pleinement ce qui était en train de se produire, c'est-à-dire la connexion à la terre, le vide, les animaux sauvages, la nature, l'immersion avec soi, etc. Et j'ai pris pleinement conscience que je pouvais le faire et profiter parce que j'étais un mec. Si j'avais été une nana, position qui pour moi était insupportable et vraiment très inconfortable, j'ai fait une transition pas parce que je me rêvais mec, mais parce que je ne supportais pas d'être une nana, socialement. J'admire énormément les femmes, parce que je trouve qu'il faut un courage monstrueux aujourd'hui pour exister en tant que femme, tellement il y a d'adversité. Tellement tu dois tout le temps être sur tes gardes, tu dois tout le temps... Voilà, donc ce genre de voyage, par exemple, le faire en tant que femme seule, dans des états où il y a quasi que des hommes et qui a le permis de port d'armes, tu vois, et où ils doivent croiser une nana tous les X, mais j'ose même pas imaginer le degré de tension que c'est. Je sais même pas si c'est supportable. Donc il y a plein de moments comme ça où je sais que je peux profiter pleinement de la situation, du paysage, de la solitude avec moi-même parce qu'on me fout la paix. Et parce que je suis un mec, je peux faire du sport, du skate tout seul, tard le soir, sans me prendre la tête. Je peux être tout seul devant l'océan, sur la plage, et qu'on me foute la paix. Et je sais très bien que si j'avais pas fait de transition, ça serait très lourd, parce qu'il y aurait forcément un mec qui viendrait me coller, ou que ça serait pas safe. Donc c'est là effectivement que j'ai une jouissance complète. Alors quand j'ai fait ma transition à Toulouse à l'époque, ça s'est très mal passé avec les mecs dans la rue. J'arrêtais pas de me faire péter la gueule. Enfin, ça a été vraiment très très dur. Il y avait vachement de sexisme et tout, et puis je me faisais tout le temps emmerder par des groupes de gars. Donc là j'étais un peu le bouc émissaire. C'était pas des gens que je connaissais. C'était pas un
type de mec redondant, etc. C'était vraiment une fâcheuse habitude de flicage des mecs dans la rue, du style « t'es pédé, t'es quoi t'as quoi dans le froc gonzesse ou quoi ?» Ça se produisait en plus hyper souvent quand j'étais avec ma nana, donc je me faisais tout le temps péter la gueule. Ça a été un moment qui était vraiment très, très difficile. Je peux pas dire que j'ai un souvenir super paisible de la première année, en tout cas. Et puis, si j'ai une grande tristesse ou quelque chose, ou si j'ai la sensation d'avoir perdu quelque chose, oui, j'ai la sensation d'avoir perdu cette place de confidence que je pouvais avoir avec les femmes. J'avais, je le sais maintenant, en étant un garçon, que j'avais un espace de confidence et de proximité hyper privilégié, d'intimité avec les nanas, que je peux plus avoir maintenant, ou beaucoup plus rarement, en tout cas moins systématiquement, mais qui se construit sur le long terme, et qui à l'époque était systématique avec les femmes qui sont un peu mes meilleures amies, mes copines, voilà, des personnes que j'identifiais comme mon environnement familial, celui dans lequel j'avais grandi. Cette place-là, maintenant, elle est plus complexe. C'est vrai que les rapports hommes-femmes, la dualité qu'il y a entre les hommes et les femmes, elle gâche un peu ça. C'est que, du coup, y a plein d'endroits où c'est biaisé, quoi. Les rapports hommes-femmes, ils sont biaisés. Et ça, je le savais pas avant, puisque c'était mon terreau originel. Je me posais pas la question. Donc, j'ai eu une sensation de perte quand je me suis rendu compte que j'y avais plus accès. Ou que je devais montrer patte blanche. Et ce qu'il y a de fou, c'est que tu dois t'improviser expert en permanence de ta propre situation, alors que tu connais pas les codes. C'est-à-dire que la grille de lecture des autres, de l'extérieur, elle change en fonction des projections qui elles ont sur toi. Mais toi, ces projections, tu les connais pas d'avance. Donc, la façon dont tu faisais les choses avant, en étant perçue comme une jeune femme dans la société civile, et tout à coup plus du tout la même sur la projection qu'on a par rapport à la posture d'un mec d'un certain âge, d'un mec qui fait tel travail, d'un mec latin, bronzé. Tu vois, il y a des choses... je te cite un exemple à la con. Là, c'est sur les questions raciales. Il y a 3 ans et demi, donc j'arrête de boire de l'alcool parce que j'ai envie d'être un mec bien, qu'on passe des soirées qui se terminent mal avec ma nana, et puis ça la met inconfortable. Et donc je me dis, sois un mec responsable, arrête de boire, quoi, prends-toi en main. Donc très fier de ma décision et tout. Et puis je me rends compte qu'autour de moi, il n'y a pas un enthousiasme dingue. Et je me sens pas du tout encouragé dans ce truc-là. Limite, les gens préfèrent quand je buvais et tout. Je me dis, putain, c'est glauque. J'ai pas un entourage bienveillant et tout. Et en fait, je me rends compte peu de temps après qu'il y a d'autres choses en fait qui sont présupposées de mon comportement. Notamment, une fois, on me dit, on m'a demandé si tu te radicalisais pas. Et ça, on le demande à ma copine, on le demande pas à moi. Donc tu vois, il y a tout un amas de réactions autour de toi qui sont liées à ce que les gens projettent, mais qui t'appartient pas du tout, auquel tu penses pas. Parce que toi, dans ta famille, les mecs ont toujours bu, et au contraire, tu vois, tu te démarques un peu dans le fait d'être un mec, comme dans le fait d'être trans, ou comme dans le fait d'être maghrébin, ou tout ça. Il y a toute une attente que toi tu connais pas et à laquelle va falloir t'adapter. Et ta vie, c'est 80% de réponse à ça. Et dans ces 20% qui te restent, tu essayes de construire ta propre identité, de distinguer tes désirs profonds, ce qui prend toute une vie, pour tout le monde, peu importe de quel genre tu es, quel choix de vie tu fais, etc. Tu dois te construire ta propre identité, c'est-à-dire, moi, quelle est ma masculinité à moi ? Quel est mon point de confort à moi ? Quelle est ma part de féminité dans mon identité masculine ? Quel est mon désir de relationner ? Quel est mon romantisme ? Quelle est ma sexualité ? Quelles sont mes projections ? Quel genre de mec j'ai envie d'être ? Et quelles sont mes limites aussi ? Ça prend du temps. Il faut réfléchir très vite. Il faut proposer des solutions très très vite. Maintenant, avec les années, avec le temps, j'ai découvert un peu plus mes limites, et puis j'identifie ma propre cadence qui est lente, et j'ai moins peur de dire aux gens, moi j'ai besoin de temps pour te répondre. Je sais pas. Tu me poses des questions, j'ai jamais réfléchi.
Alors laisse-moi le temps de réfléchir. Peut-être que je peux te répondre dans les 10 minutes, peut-être dans l'heure, peut-être dans la semaine. Je sais pas. J'ai pas réfléchi à tout. Moi, j'avais un désir qui était tout à fait spontané. Au départ, j'ai eu le courage, à cette période-là, de prendre mes désirs en main et de les accompagner. J'étais très 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 loin d'imaginer tout ce que ça impliquait. Je découvre sur le tas, quoi. Alors du point de vue de la famille, j'ai envie de toujours répondre, c'est aussi complexe qu'une famille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a autant de réactions que d'individus. Les réactions directes, c'est-à-dire ma mère, elle l'a bien pris. Elle a super bien pris. C'est quelqu'un d'assez intuitif. Elle n'a pas été si étonnée que ça. Après, elle a ses rigidités sociales, donc elle fait sa popote. Je me mêle pas trop de ce qu'elle fait quand je suis pas là. Moi, je sais juste qu'elle me respecte. Et puis, c'est elle qui m'a posé la question déjà. Donc, c'est pas moi qui lui ai fait mon coming out, c'est elle qui est venue en vacances chez moi un jour et qui m'a dit voilà, j'aimerais qu'on parle de ça. Donc, elle a senti les choses. Après, dans ma famille, il y a des gens qui réagissent très très bien, qui n'ont pas du tout ni de surprise, ni d'attente, qui peut-être au départ avaient des préjugés, mais sont des êtres aimants profonds, donc ils sont aussi eux-mêmes en transformation, il faut l'accepter. Je laisse ça assez ouvert. J'attends pas d'eux non plus qu'ils aient des réponses, des réactions les plus intelligentes du monde, ou voilà, ils ont leur temporalité. Il y en a peut-être qui avaient jamais réfléchi à ces questions-là avant, donc le fait de me rencontrer comme personne trans, ça veut dire aussi tout à coup s'informer, déconstruire dans leur propre existence. Donc je peux pas leur demander de rattraper 10 ans de questionnement en 10 minutes, quoi. Et puis, je pense qu'il y a des personnes intolérantes aussi. Après, moi, je suis très indépendant. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis parti à l'âge de 15 ans, donc je vis pas avec eux. Je pense que les personnes intolérantes, tout simplement, se côtoient pas. Des fois, il y a eu des fermetures. Je sais qu'il y a eu des cérémonies où on m'a plutôt fait comprendre que si je venais pas, c'était pas très grave. Et quand j'ai insisté pour venir, on a forcé le ton en me disant non, mais vraiment, si tu viens pas, c'est pas très grave. Ne fais pas le déplacement. Donc, je pense qu'il y a des tensions dont on ne me parle pas. Et j'ai constaté avec le temps qu'on attaquait plus souvent les gens qui étaient proches de moi que moi-même directement, parce qu'il faut beaucoup de courage pour donner son opinion à quelqu'un. Il y a très peu de gens fondamentalement courageux. Je pense qu'on attaque toujours plus facilement ma compagne, ma mère, ma tante, ma cousine, mais pas moi. Voilà. Aujourd'hui, si je dois me retourner sur ces 8 années passées et plus encore, c'est-à-dire de la prise de conscience à maintenant, où je suis un mec de 37 ans, moyen, vivant dans une capitale et à l'aise dans sa vie, déjà je dirais merci et j'adresserai de la reconnaissance à la personne que j'étais initialement, qui avait pas du tout confiance en soi, qui avançait à tâtons, qui avait peu de soutien, etc. Et je me dis, quel courage. Je sais pas si dans ma position aujourd'hui, j'en aurais autant. Tu vois, dans ma perception, par exemple, il n'y a pas eu un avant et un après, où il n'y a pas deux personnes, par exemple. Moi, j'ai gardé le même prénom et ça me tient à cœur parce que c'est juste moi, quoi. Vraiment. Et c'est moi qui vieillis et qui prends des décisions importantes. Mais c'est pas étonnant. Il y a rien d'étonnant, finalement. Ce que je dirais aujourd'hui, en tant que personne plus mature, c'est que j'aurais aimé profiter plus tôt. J'ai eu beaucoup de peur, j'ai cherché beaucoup à être accepté socialement, j'ai mis mes envies beaucoup de côté pour être accepté. Et aujourd'hui, je m'en fous beaucoup plus, mais sans doute parce que je suis plus à l'aise financièrement et puis que j'ai trouvé ma place, quoi. Mais voilà, je commence à profiter depuis peu de temps, finalement, depuis quelques années, depuis 3 ans peut-être. Le message qui ressort de tout ça, c'est on est qui on veut, quoi. Faut juste assumer. Ce qui fait la différence entre dans les choix qu'on peut faire, c'est assumer, peu importe qui on est, mais il n'y a pas de sous-délire. Hein. Il n'y a pas de sous-délire, il n'y a pas de sous-être. N'en tient qu'à nous de porter nos existences à l'endroit où on a envie qu'elles soient, quoi.
Donc tout est difficile. On est dans un monde qui est super cruel, qui fera aucune pitié. On a en plus la fâcheuse tendance dans nos éducations très occidentales de tendre le bâton, c'est-à-dire de demander à l'autre de nous évaluer ou de nous jauger. On est bordé de paraphrases comme ça, à dire je sais pas si je fais bien, j'espère que je suis à la hauteur, machin, où finalement tu demandes à la société environnante de te céder de la place, ce qui n'arrive quasi jamais. Et quand on te cède de la place, c'est souvent par intérêt. Donc voilà, ces espaces, faut se les créer, ces identités, faut les créer. Il faut le faire, il faut avoir du courage parce que d'autres en ont besoin. Et il faut se dire que tout le travail qu'on fait va faciliter la vie de personnes qui arrivent derrière. Donc il n'y a rien de perdu. Au contraire. Et je sais pas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire partie à ma petite échelle, que mon expérience contribue à améliorer l'histoire, quoi. Mais de toute façon, je crois que de se dire que ce qu'on fait n'est pas que pour soi et a du sens de manière beaucoup plus globale, quand bien même on doute parfois parce qu'on se sent seul et qu'on a l'impression que ce qu'on fait n'a aucun écho dans la société, etc., c'est faux. Il y a toujours une personne au bout du monde qui a un ressenti qui est proche du tien, ou des problématiques qui sont extrêmement liées aux tiennes. Donc, peu importe ce que tu fais, il faut continuer à avancer, parce que quand tu vois cette vision globale, ça te donne du courage. Ça t'évite de sombrer dans l'angoisse, de sentir un abattement comme ça, où tu as l'impression que l'humanité est contre toi. Non, tu es avec l'humanité. Mais c'est du travail. Et ce travail, t'es pas le seul à le faire. C'est l'effet papillon. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres connexions sur la planète qui sont aussi en train de faire ce travail avec toi. Et grâce à Internet aujourd'hui, on peut s'en rendre compte. Il y a une recrudescence des coming out. Pourquoi ? Parce qu'on est visible. Parce que la connexion est visible. Il y a 2 mois à peu près, je suis allé à un conseil européen trans qui était à Anvers. C'était un week-end de travail. Mais c'était magnifique, mais quel coup de foudre de voir toutes ces personnes trans de toute la planète. Je veux dire, j'ai rencontré des gens du Kazakhstan, de Mongolie, Azerbaïdjan, Roumanie, Croatie, etc. C'était tellement beau, quoi. Et là, tu te dis, ok, individuellement, dans notre pays, on peut nous compter sur les doigts de la main, en tout cas en tant qu'activiste. Je pense qu'il y a énormément de personnes trans, mais il y a peu d'activistes. Donc on nous identifie assez facilement, mais après, si tu rassembles toutes les personnes, mais bien sûr que ça vaut le coup. Si à un moment, t'as pas l'impression que ça vaut le coup pour toi, regarde les autres qui sont dans ta situation, tu verras que ça vaut le coup. Ces personnes sont extrêmement touchantes, il faut qu'elles vivent. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. I don't need you. No more. Love me. 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 Ce morceau a lui aussi été choisi par notre narrateur. C'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruit de la Passion. Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largetot. Le générique est de Florian Ricci. Les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvet et l'habillage graphique est de Chang. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur ? N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour@passion.audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook
ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement Fruits de la Passion.